en pleine recomposition de la politique française juste avant l'élection présidentielle 2027. Vous savez que nous nous sommes beaucoup moqués des noisettes de gauche, ceux qui pensent pouvoir faire la synthèse entre la force de gauche radicale LFI et la force de gauche sociale, libéraux, traîtrise, tout ce que vous voulez, du Parti socialiste. Mais sachez que il y a aussi des noisettes à droite. À droite, c'est la panique complète là, parce qu'en fait, ils ont du mal à sortir, on va dire, leur candidat naturel, etc. Ils vont y aller en ordre dispersé de fou et ils savent que ça peut leur coûter largement la place au second tour de la présidentielle. Et donc, ça s'agite, ça essaye de faire des alliances, ça essaye de marier la carpe et le lapin. La bêtise de l'analyse politique qui pense que la politique, c'est de l'arithmétique où on additionne différents candidats et à la fin, ça fait un gros candidat, n'est pas que à gauche, elle est aussi à droite et nous allons pouvoir découvrir ça avec mon ami Chris. Chris, comment ça va? Es-tu prêt à ce qu'on se fasse une petite salade de noisettes version droitarde? C'est ça. Bah ouais, j'adore. C'est pas la noisette, hein. Parce que à gauche, on a de la noisette bio, économie locale, tu vois, Max Havelaar, je sais pas quoi, petite boutique, centre parisien. Là, on a de la noisette industrielle ou de la noisette, le mieux du mieux, parce que mes préférés, la noisette semi-artisanale. Le gars te fait croire qu'en fait, elle est produite là-bas, mais il a fait venir, il change les sacs, il a fait venir du sud ou un truc comme ça, tu vois, donc d'Italie en masse, voilà, avec du pesticide. Il me dit, non, c'est local, hein, nous, tu vois, vraiment les artisans, quoi, tu vois. Et donc, voilà, donc là, on a de la noisette ou de la noisette, la grosse noisette Indus, c'est Ferrero, quoi, tu vois, la noisette Nutella, quoi, voilà. Donc, mais en tout cas, là, ouais, ça commence à paniquer dans tous les sens. Et on le sait ici, vous le savez, vous êtes assidus à aller voir ça sinon. Le fait qu'ils soient incapables de se mettre d'accord sur une vision du monde, sur un programme, on l'a vu, un des protagonistes, là, David Lisnard, un des derniers arrivés dans le délire, on le voit, il fait du milléisme, etc. Le fait qu'ils n'ont aucune forme de vision, ils hésitent entre Trump, Mélanie, tu vois, ils essayent de se raccrocher à des expériences internationales sans comprendre en fait que c'est la fin de la fin de la fin. Mélanie est morte dans le film parce qu'en fait elle dépend de l'argent européen, c'est-à-dire elle arrivait comme une logique de nationalisme néofasciste, puis en fait elle est aujourd'hui le diktat néolibéral autoritaire raciste de von der Leyen. Le Trumpisme est en train d'exploser dans tous les sens, là, on ne sait même pas si Trump finira son mandat, ça ne marche pas. Le milléisme, c'est une espèce d'expérience catastrophique sur les masses, catastrophique, mais qui fabrique de la fausse croissance parce que c'est sous stéroïde du dollar trumpiste. Enfin, vraiment, rien ne fonctionne à droite, c'est normal, hein, de toute façon. Aucune expérience à droite ne peut fonctionner pour résoudre la crise capitaliste, parce qu'ils veulent résoudre une crise avec les remèdes qui l'ont provoquée, quoi. Donc c'est vraiment catastrophique, et là ils sont éparpillés dans tous les sens. De la même manière que nos noisettes de gauche, comme ils n'ont ni programme ni vision du monde, ils s'affrontent soi-disant pour des personnes, voilà. Mais en fait leur problème est fondamentalement un problème de programme, parce qu'en fait il n'y en a qu'une vision du monde qu'ils ont, mais ils ne peuvent pas s'y résoudre. En fait, c'est le pacte raciste, quoi, tu vois. En fait, c'est ça à la fin qu'ils veulent avoir. C'est être libéral pour les patrons et contre les étrangers et contre les feignasses. Voilà, c'est ça le pacte raciste qui, justement, est là pour créer de la hiérarchie entre les gens, d'abord entre ceux qui travaillent pas, faire du travail un privilège, créer ensuite l'ordre national impérialiste où il y a les natifs et les non-natifs. Voilà, c'est très important, et ça, c'est l'hégémonie du Rassemblement National, donc là, ils explosent entre les deux, et on va voir comment chacun va essayer de tirer son épingle du jeu, mais de toute manière, on va vers la prophétie alternative, où des gens vont essayer, justement, de contrer ce bloc-là, parce qu'ils n'arriveront pas à se décider pour se mettre ensemble, quoi. Et c'est très rigolo de les regarder paniquer là, parce qu'en vrai c'est la panique, hein. Ça se voit qu'ils sentent que ça va être la merde, Ah ouais. Ça se voit qu'ils sentent qu'ils sont en train de courir à leur perte, et du coup ça s'agite, et là on va regarder tout ça. Sachez qu'à la fin, je vous tease un peu les copains, mais à la fin peut-être que nous allons regarder la nouvelle version du graphique. Nous ne rentrerons pas dans les détails les copains, car oui, le graphique va arriver. Oui, le graphique sera un événement de 2026. Oui, vous allez pouvoir vous en servir. Oui, vous allez avoir accès à tous les calculs, les matrices, etc. Comment on place les points. Je vais vous réexpliquer pour les nouveaux ici ce qu'est le Saint graphique, la seule vraie religion qui existe, évidemment. Et ça sera pour la fin, les copains.
pour l'instant, on va commencer par un article du Figaro qui nous parle de cette fameuse primaire de la droite et du centre et qui nous fait un petit tour d'horizon des différents protagonistes de cette catastrophe annoncée que va être la primaire de la droite au même titre que la primaire de la gauche. Alors sachant que la primaire de la gauche, comme ils ont commencé avant, on sait déjà que c'est finito de chez finito. À droite, on se pose encore un peu la question. Et donc là, nous allons lire le Figaro. Attention, c'est parti. Les ambitions présidentielles s'aiguisent de Gabriel Attal à Bruno Retailleau, en passant bien entendu par Édouard Philippe. Mais une candidature unique est loin d'être acquise. Mais tu m'étonnes, il n'y a que Clément Viktorovitch pour croire à ça. Ouais, ils vont tous se mettre ensemble à la fin. Mais c'est intéressant justement de se croire ça. Comme si justement, quand il n'y a pas d'idéologie, justement, on vient de le dire, c'est la prime aux égaux, quoi. Comme il n'y a pas de vision du monde, quand il n'y a pas de projet, quand il n'y a pas de programme. Donc comme s'il y avait certains qui allaient s'effacer de la scène politique pour d'autres qu'ils ne considèrent pas mieux et dans lesquels ils ne croient pas dans leur programme et leur capacité de l'appliquer. Enfin, vraiment, c'est débile. Et croire que, justement, 5 de machin, plus 5 de machin, plus 5 de machin, plus 5 de machin, ça fait 20. Non, en politique, à la fin, ça fait 5, parce que du coup, personne n'y croit, quoi. Voilà, donc vraiment, ils vont pas y arriver à se trouver. Vraiment, c'est, comme tu dis, il y a que dans la tête des gens qui ne comprennent rien à la politique qu'on peut faire des additions de sondages comme ça, et qu'à la fin, les gens vont voter en masse en disant « Ah bah oui, s'ils sont tous mis ensemble, c'est que ça doit être bien !» Non mais voilà, c'est... Aïe, aïe, aïe. Allons, c'est parti. Après d'un an de l'élection présidentielle, la droite et le centre se retrouvent face au défi d'une candidature unique pour ne pas laisser s'installer un match entre le Rassemblement national et la France insoumise. Mais de Gabriel Attal, Renaissance, à Bruno Retailleau, LR, en passant par Édouard Philippe de Horizon, personne n'est vraiment sur la même longueur d'onde sur le procédé de désignation d'un seul candidat, au risque donc que chacun soit sur la ligne de départ en 2027. Ouh là là, le journaliste du Figaro sent bien les choses. Mais ce qui est bien, c'est que c'est vraiment le Figaro. Ils sont pas d'accord sur la méthode pour se mettre d'accord. Déjà, tu sais que c'est pas ça le problème, tu vois. C'est justement s'ils étaient d'accord, s'il y avait vraiment un programme commun, une volonté, c'est rien du tout de se mettre d'accord sur le mode de désignation, tu vois. On s'en tape. Tout ça, ça se truc, voilà. Mais non, moi, je vais juste quand même noter. Alors, je sais qu'il y a des mèmes, je sais que ça vous fait rire, je sais que vous en moquez, mais on est 1 an près après la première prophétie, où on a dit ce sera le RN derrière la FI. Je veux dire, à quel moment les gens disent ça? Mais maintenant c'est comme ça, là, tous les gens, du Figaro à l'Opinion, à Marianne, tout le monde le dit. C'est le match qui va se jouer, on va essayer de l'empêcher. Mais qui l'a dit en premier que ce serait le match inévitable? Voilà. Donc vraiment... Je l'ai redit dans une capsule que tu n'as pas vu, Zoé, parce qu'on a tourné hier avec Padu. Je dis, les gens là, les militants, vous mettez la pression aux journaux, les BFM, les machins, là, quand vous pouvez mettre des commentaires sur Twitter, sur Facebook, directement sur leur site, vous dites, la pas du team l'a dit avant vous. Voilà, c'est... Il y en a marre. Moi, je veux la pas du team. Tu vois, on a eu la moïsation dans Le Point. Là, je veux que vraiment 2026, ça, j'offre ça à la présidente de la Brèche. Je veux que la pas du teamisation de la vie politique française. Qu'est-ce que c'est? Voilà, donc ça m'agace. Voilà, Chris en pleine crise de petite bourgeoisie qui revendique sa propriété intellectuelle. Exactement. Sur le fait d'annoncer un second tour RN-LFI. Exactement, voilà, c'est grave. C'est grave, mais terrible. C'était un moment où j'avais besoin de le sortir, ce côté. Voilà, on travaille fort, on fait des choses, et puis on n'a pas envie de rester dans l'ombre. On a envie, là, comme tout cela, d'être, d'y aller, nous aussi. Voilà. Allez, revenons au sérieux. Donc... Édouard Philippe, l'ancien Premier ministre, est candidat déclaré à l'élection suprême depuis le 3 décembre 2024. Et un long entretien accordé à l'hebdomadaire Le Point, « Je serai candidat », avait-il lancé en faisant néanmoins usage du futur. Déjà, il promettait un projet massif. Dans les différents baromètres d'opinion, Édouard Philippe apparaît ainsi comme un candidat crédible, jusqu'à sa sortie le 7 octobre sur RTL, où il a appelé à la démission du président. Cela lui aura coûté des points de popularité, puis des municipales risquées au Havre, où il a conditionné sa réélection à sa candidature présidentielle. Cette première haie a été franchie, puisqu'il a de nouveau remporté la mairie havraise le 22 mars. Édouard Philippe est opposé à l'organisation d'une primaire et veut se poser en candidat naturel de la droite et du centre. Mais cela n'a pas semblé aussi clair le 24 mars, alors qu'il était invité au journal de 20h de France 2. Il s'est alors dit favorable à toute logique de rassemblement. Alors comme... Putain, mais le journaliste du Figaro, il est
quand même un peu naze, quoi. Parce que, Ah oui. désolé, Ah oui. avec tout le respect pour lui, mais tu vois, l'espèce de truc de le fait de s'être positionné pour la démission de Macron, ça lui a fait perdre des points, mais pas du tout en vrai. Pas du tout, c'était plutôt un bon move pour Ah bah lui, non. justement d'essayer de se détacher du macronisme que tout le monde déteste, même les anciens électeurs de Macron le détestent, quoi. Ouais, Donc tu sais, c'est vraiment une espèce de lecture, bref, de teubé, quoi. c'est ça. Ce qui est bien, l'article du Figaro, c'est que bah, c'est bien un article du Figaro. Il oublie de parler de la possible fillonisation de Édouard Philippe. Tu sais, le fameux Fillon qui était donné gagnant en 2016 à tous les coups, rattrapé par des affaires judiciaires. Mais du coup, a priori, Édouard Philippe, bah, du coup, il a quand même des petites affaires au cul sur la communauté urbaine Oh, du Havre. est-ce que Voilà. tu crois que c'est du même niveau que le CBD trouvé dans le sac de Rima Hassan? C'est du détournement de fonds publics, donc je sais pas si c'est aussi grave. A priori, Aïe, aïe, aïe. A priori, le Figaro ne l'a pas évoqué, donc ça doit pas être très très grave. Donc on va voir hein, si voilà, il n'y a pas une probable fillonisation. Alors moi, ce que j'aime bien, c'est le côté favorable à toute logique de rassemblement. Oui. Bah derrière mais- sa gueule. c'est ça. Voilà. Quand C'est- t'es à 20% et que tous les autres sont à 4, tu dis oui, oui, je suis favorable à toute logique de rassemblement. Moi, je serais pareil. Je dirais, mais je vais pas me rassembler derrière vous. C'est comme Mélenchon, tu vois, il va pas dire, bon, bah, moi, je suis donné devant dans tous les sondages, je vais pas me ranger à faire une primaire derrière Marine Tondelier et François Ruffin. Là, c'est pareil. Donc, vraiment, le journaliste du Figaro, comme tu dis, je pense que c'est ChatGPT, parce qu'un humain peut pas être aussi crétin. Voilà. Donc, vraiment, si. Ouais, on parle d'un humain qui travaille au Figaro. Enfin, je veux Ouais, dire, c'est c'est vrai. un type particulier d'humain, quand même. C'est vrai. Ça se trouve, en fait, le vrai gars du Figaro, il voulait faire mettre beaucoup plus de trucs. Et à la fin, t'as tout un tas d'humains du Figaro qui lui interdisent. Et ça donne cet article bidon, soporifique. Qui est pas mal, parce que nous, comme on dit, ça nous fait une baseline pour pouvoir analyser, quoi. Voilà. Donc voilà, on a oublié les trucs d'affaires de Édouard Philippe. Et bah, en fait, le fait que lui, il n'ira jamais dans une primaire parce qu'il est déjà désigné par les sondages. Donc c'est fini pour lui, quoi. Ben oui. Alors ensuite, on passe à notre cher Bruno. Alors peut-être qu'on vous fera une nouvelle capsule sur Bruno. Je vous rappelle qu'on vous en a déjà faite, particulièrement sur le lancement de sa campagne, avec son conseiller en com qui lui a conseillé de faire du sous-Milley et qui l'a représenté avec une tronçonneuse en faisant comme ça. Voilà, un truc assez ridicule, Allez voir je ça, pense c'était qu'on marrant. peut le dire. Oui, c'était très drôle. Vraiment, la cap, c'est très drôle. Si vous avez envie de vous marrer, allez-y. Mais Bruno Retailleau a aussi fait une interview à France Inter il n'y a pas longtemps qui a fait chialer tous les droitards et tout. Il raconte n'importe quoi dedans, mais vraiment n'importe quoi. C'est Et il chaud. tient un discours sur l'Union qui est plutôt anti-Union. On va voir ce que nous en dit le Figaro. Bruno Retailleau, le président des Républicains, a annoncé sa candidature à l'élection présidentielle le 12 février dernier, en se confiant longuement au Figaro. Et après avoir envoyé un message aux parlementaires de son parti, à l'issue d'un bureau politique, mardi, 3 hypothèses de désignation d'un candidat à la présidentielle ont été exposées. Par une primaire fermée, réservée aux seuls adhérents. Donc ça, c'est ce qu'ils avaient fait, il me semble, en 2022. Hein. Tout à fait, 2021 du coup, c'est là où Oui. on avait eu le choix entre Pécresse, Ciotti au deuxième tour. Voilà, c'est... Oui, très bon choix, vraiment. Votre parti est trop bien. C'est vraiment Ouais. parfait. Moi, je sais Et pas ils si avaient fait ça en Ciotti, 2017 aussi. Non, c'était une primaire ouverte Si, en si, 2017, je crois. en C'est 2016, primaire fermée. ils avaient fait ça. Oui, enfin, et pour il y l'élection avait- 2017, on se Te comprend. rappelles-tu qu'il y avait, parce qu'on sait que Fillon Mais a il y avait gagné cette Sarkozy. primaire, il y avait Il y avait Sarkozy. dedans, Voilà, qui il y s'est avait banané de fou. Et il y Et avait Juppé, tu sais, et Juppé Juppé s'était qui fait était- hyper et tout. Fillon avait fumé Sarko au début, en premier disant on ne doit pas être candidat quand on a des affaires. Aïe, 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 François. Aïe, 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 aïe. Ça, c'était. Mais c'est parce que François, il pensait sincèrement que filer 5000 balles par mois à Pénélope, sa femme, pour Mm. être sa femme, ça suffisait. En fait, Ça, il s'est c'est pas ça. dit non, c'est pas du tout un emploi comme- fictif. Une fois en 82, elle a envoyé un mail. Et comme tous les droitards, et les petits patrons et les doudounes sans manches, eux, il faut qu'ils voient leurs employés travailler pour leur donner un salaire, alors Oui. que eux, il suffit de leur donner un salaire pour qu'ils croient travailler. Tu vois, Exactement. c'est une petite astuce. Voilà. Donc voilà, donc ils en sont là. Donc ça, c'était la première hypothèse. Par une primaire ouverte, comme en 2016. Oui, donc c'était bien primaire ouverte. Ça. Voilà. Mais il y avait, je sais plus qui, voilà, mais c'était ouvert. Ouais. Soit par la désignation directe du président du mouvement, à savoir donc Bruno Retailleau. Je n'ai peur d'aucune configuration, d'aucune modalité de désignation, affirmait-il sur BFM TV le 25 février. L'ex-ministre de l'Intérieur n'a jamais arrêté une position définitive sur le sujet d'une candidature unique, ni sur la délimitation d'une éventuelle primaire qui divise
au sein même de son parti. Mais oui, parce que Bruno Retailleau a strictement le même avis qu'Édouard Philippe, c'est-à-dire qu'il est parfaitement d'accord pour que les gens se rassemblent derrière lui. Oui. Et il est parfaitement d'accord pour le mode de désignation qui lui permettra de se désigner lui-même. Donc voilà où en est Bruno. Il est pas con. Il sait que Alors, il a un avantage sur. je te trouve un peu cavalier de commencer ta phrase comme ça, mais ok, vas-y, je te laisse continuer, Ouais, camarade. il est pas con. Il est con, mais il sait que Philippe n'ira pas. Voilà. Donc ça, nous on a dit Retailleau, c'est qui? C'est le On Glucksmann. n'ira pas à la primaire. Hein, à la primaire, à aucune primaire, parce qu'en fait, la Retailleau, c'est un peu. Allez, si vous mettez Philippe dans une configuration de droite, Philippe, c'est le Mélenchon de l'espace. C'est celui qui a le plus fort potentiel, a priori. Retailleau sait que Philippe n'ira pas. Donc, lui, il a un avantage, c'est qu'il est président du LR. Donc, il peut dire, moi, j'y vais, je suis président du LR, j'ai le droit, donc c'est la 3e config. Une primaire interne, qui va aller en face de lui? Laurent Wauquiez. Mais Laurent Wauquiez, il l'a déjà laminé pendant justement l'élection de la présidence des LR. Voilà, donc c'est ridicule. Après, qui d'autre? Xavier Bertrand. Bon courage, voilà. C'est des gros droitards au LR. Donc, et ensuite, il y a quoi? Une primaire ouverte. Voilà, une primaire ouverte. Il va faire comme Glucksmann. Il va dire, mais moi, je m'en tape. Il n'y a pas Philippe, il n'y a pas machin, donc j'ai ma ligne. Et donc, vous voyez, Retailleau, c'est le Glucksmann. Il dit, moi, j'ai une ligne, j'ai une vision. Qui est de la merde. Mais je rappelle que Glucksmann, c'est autant de la merde. Hein. Je suis désolé, mais entre bouffer la merde de Retailleau et bouffer la merde de Glucksmann, vraiment... imagine, il y a un 2e tour Retailleau-Glucksmann. Zoé, on est sur une île, on peut pas aller voter, quoi. Enfin, tu vois, on a... Retailleau Glucksmann. Ouais. Moi, je pense que je me découvre une passion pour la pêche. C'est ça, très loin de la terre, quoi. Tu vois, qui te permet pas de revenir pour aller voter, quoi. Enfin, c'est... Oui, voilà. Enfin, où je me casse une jambe, ou je sais pas. Enfin, un truc pas pratique, quoi. C'est ça. Et je le dis honnêtement, les gens qui vont nous dire dans les coms, même Retailleau, c'est un énorme raciste. Regardez comment Glucksmann soutient le plus génocidaire pays du monde, le plus fasciste pays du monde, qui s'appelle Israël. Alors peut-être effectivement que quand c'est dans d'autres pays du monde, dans d'autres parties du monde, le racisme dérange moins de personnes. C'est ça le problème, c'est le racisme de proximité qui fait le vote stratégique ou le vote de qui est le moins pire. Mais je suis, à mon avis, pas d'accord, et vous verrez qu'un Glucksmann au pouvoir en France sera ultra violent pour les gens qui sont anti-sionistes, parce qu'à mon avis, la loi Yadan, Glucksmann, il la vote tranquille s'il était au Parlement français. Voilà. Donc le racisme de Glucksmann, à mon avis, n'a rien à envier en termes d'intensité à celui de Retailleau. Effectivement, il est peut-être plus policé et moins exprimé, quoi. Voilà. Oui, c'est ça. Et puis après, en termes de brutalité de projet, je vous rappelle qu'il faut regarder ce que Raphaël Glucksmann a fait en Géorgie il y a quelques années, où le mec a vraiment été recruté pour niquer l'État social géorgien. Il a viré l'équivalent de millions. C'est comme si en France, on virait l'équivalent de millions de fonctionnaires et tout. Enfin, vraiment, mais la folie du truc, on a fait des capsules dédiées à Raphaël Glucksmann que je vous conseille fortement si vous avez encore un doute sur le fait que ce type n'est pas un camarade. Alors, continuons sur ce cher Laurent Wauquiez, le fameux. Moi, Laurent Wauquiez, vraiment, c'est un des gars qui me fait le plus flipper. Je ne sais pas comment expliquer, mais non, mais je te jure, il a vraiment une manière d'être, de parler et tout. Je sens que ce gars... T'as pas envie d'être dans la même pièce toute seule avec lui, quoi. Ah, mais enfant, je suis certaine qu'il maltraitait les gamins pauvres de sa classe, C'est tu vois, ça. s'il était en classe avec... Enfin, c'est sûr. Alors... Il était le candidat naturel et choisi des Républicains pour la présidentielle lorsqu'Éric Ciotti est arrivé à la tête du parti. Oh non, Laurent. C'est ça qui est trop marrant. C'est que c'était naturel pour être président et il s'est fait doubler par Ciotti. C'est que ça devait pas être si naturel que ça. Ouais, voilà. Il y avait la nature est parfois dure. Tu vois, genre... Bon, Ciotti, quoi. Hein, on sait tous que Zoé a dans ses signets une... Oui. Une photo de Ciotti. Ce même que malheureusement on ne peut pas vous afficher à l'écran sur YouTube, mais voilà, c'est quelqu'un qui a fait un montage avec Éric Ciotti et qui lui a mis un prépuce sur la tête. Voilà. Et vraiment, voilà, sachez que je suis quelqu'un de très simple. Moi, en termes d'humour, Ciotti tête de bite, c'est le summum. Zoé est une bonne cliente sur la rigolade. Ah ouais. Et ça, ouais, vraiment, ça, je pense que je peux pleurer de rire devant cette image. Alors, et c'est très premier degré. Non, je témoigne, tout est vrai. Mais Laurent Wauquiez a dû réaffirmer ses ambitions présidentielles à la suite de soubresauts au sein des LR. Il l'a fait le 13 mars 2025 dans un entretien exclusif accordé au quotidien régional La Dépêche du Midi. Mon objectif, c'est de reconstruire mon pays, notre pays. Et pour le reconstruire, je veux être dans les responsabilités qui permettent de le faire. Et dans notre pays, il y a un poste où se décident les choses. C'est la présidence de la République. La reconstruction, pareil ? Oui, il nous a volé notre terme.
Après, il va pas vouloir le faire de la même manière, je pense. Non, mais vas-y, là, je redeviens communiste. Allez, prenez tout. C'est notre hégémonie. Voilà. Bien sûr. Excusez-moi, j'ai eu un accès de fièvre petite bourgeoise. Voilà. Oui, c'est ça. Va falloir le calmer un peu sur le flex. Propriété individuelle. C'est de pire en pire. Hein. Ah non, mais continue à faire des mèmes sur Facebook. Tu vois, non, mais tu vois comment c'est, genre les structures mentales libérales, capitalistes. Dès que tu prends de l'hégémonie de quelque part, tu vois, hop, t'as envie de dire c'est moi, je, tu vois. La propriété privée, c'est un vrai problème, tu vois. Tout ce qui est droit d'auteur, machin, catastrophe, quoi. Voilà, vous voyez le camarade Chris faire immédiatement son autocritique pour éviter un petit stage à Colima de 5 ans. Ouais. Alors, mais depuis, le président LR de la région Auvergne-Rhône-Alpes se fait plus discret sur le sujet. Désormais, il défend lui aussi l'organisation d'une grande primaire jusqu'à inclure Sarah Knafo. Il reconnaît ainsi que sans candidature unique de la droite et du centre, c'est perdu, comme il l'a déclaré mardi sur RTL. Le 21 février dernier, il avait appelé à bâtir un programme commun de la droite d'ici au printemps, dans un entretien au journal du dimanche. Donc, je vous rappelle que si vraiment Laurent Wauquiez est suffisamment stupide pour penser qu'il y a des électeurs de Édouard Philippe qui seront OK pour voter Sarah Knafo, en fait, le mec mérite de perdre, tu vois. À un moment, mais ça suffit. En plus, c'est démenti par les faits. Littéralement, Paris, Bournazel, Dati. C'est genre, il y a plus de proximité entre Bournazel et Dati qu'entre Philippe et Knafo. Les gens de Bournazel ont voté Emmanuel Grégoire. Vraiment, vous ne comprenez pas cet électorat du centre qui, justement, préfère un socialiste mou dégueulasse qui fera la même politique néolibérale. Parce que, oui, les gens qui n'aiment pas Macron, vous n'avez pas de mémoire. C'est littéralement la continuité de Hollande. C'est la même chose. C'était vraiment, si Hollande avait été réélu en 2017, il y aurait eu la même chose. Voilà. Donc, ne pas comprendre ça, quoi. Et là, ils sont en train de faire un truc qui n'a ni queue ni tête. Mais vraiment, ça prouve que c'est pour ça qu'il dit faudrait peut-être un programme commun. Mais en fait, Laurent, le jour où tu vas essayer de faire un programme commun, tu vas comprendre soit que tu arrives au programme du RN, parce que c'est tout ça votre pôle d'attraction intellectuelle, et donc va falloir que tu prennes ta carte au RN, soit qu'en fait, vous allez vous éparpiller, vous êtes incapable de faire un programme ensemble. Voilà, c'est juste ça qui va se passer. Alors là, vous voyez, le truc impossible. On sait même pas où est la séparation. Là, c'est comme si les noisettes sont un petit peu plus conséquentes. Elles ont mis Glucksmann. Bon, c'est déjà, tu vois. Mais c'est comme si elles avaient proposé, là, du coup, Gabriel Attal avec Knafo. Donc là, la droite fait ça, Gabriel Attal avec Knafo. Là, c'est comme s'ils avaient proposé une primaire de la gauche avec Gabriel Attal jusqu'à Mélenchon. Voire même Édouard Philippe jusqu'à Mélenchon, si vraiment on veut être précis. Là, c'est vraiment ça, quoi. Parce que Gabriel Attal, pour le coup, les gars, c'est pareil. Mec, t'es journaliste au Figaro. Je pense que du coup, ton travail, c'est de t'intéresser à ce qui se passe à la politique. Il y a plein de gens, je sais pas, Chris, moi, mais plein de gens là qui nous regardent et tout, qui s'intéressent à la politique, mais c'est pas leur taf, si tu veux. Nous, on fait pas ça 100% du temps, on a du taf à côté et tout. Même nous, on est au courant que Gabriel Attal est en tractation avec le Parti Socialiste. C'est quoi ton problème, en fait de compréhension des choses. Je ne comprends pas. Bon, bref. Gabriel Attal, le patron de Renaissance, laisse pour l'instant les autres parler pour lui de son envie d'être candidat à la présidentielle. Cela pourrait bien se préciser au printemps, où l'ex-premier ministre doit sortir un livre. Oh, ça va être bien. Oh, j'ai hâte de le lire, putain. Alors, on essaie de pré-shot le titre. Ma vision de la France. Ouais, c'est un peu trop de droite, ça. Ouais. Le progrès est encore possible. Non, tu vois, un truc, je le vois bien, un truc avec le progrès, tu vois ce que je veux dire y a un truc à trouver. Pour des lendemains heureux. Ah. Trop de gauche. Ouais, ça fait trop les jours heureux, tu vois, c'est... Oui, c'est vrai. Ouais, je vois un truc genre... Attends. Un nouveau jour se lève sur la France. Pas mal, ça. Pas mal. Tu sais, il avait mis des couleurs coucher de soleil et tout, là, tu sais, lors de son truc. On avait fait une vidéo sur Gabriel Attal, allez la voir. C'est pas mal, on se moque un petit peu de ses conseillers comme il se peut. Demain, la France encore. Tu vois, genre, tu vois, c'est genre en mode on va sauver la France, un demain. Bref, en tout cas, ça va être un banger. Ça annonce encore des capsules. Ouais. Et il envisage une grande réunion publique. Oh, ça, je pense que ça va tout changer, vraiment. Je prends note, je réserve mon agenda. Ouais, là, ça va être l'accord Hôtel Arena, là, c'est écrit. C'est ça. Il fait bien partie des profils présidentiables et s'immisce dans le débat de la désignation d'un candidat unique,
conscient lui aussi qu'il s'agit de la seule solution pour éviter la configuration RN-LFI. Ah ouais. Invité sur France Inter mardi, Gabriel Attal a ainsi plaidé pour une coordination avec Horizon et le MoDem, tout en souhaitant une clarification de la ligne politique de LR vis-à-vis du camp nationaliste. En vue d'un rassemblement, il a indiqué n'exclure aucune possibilité, y compris une primaire, mais il a aussi évoqué les sondages qui mettraient une personnalité du bloc central en mesure de parvenir au second tour. Alors moi vraiment, si vous arrivez à me faire croire que Gabriel Attal et Édouard Philippe vont s'allier, je dis pas que c'est impossible, hein, mais vu comment les gars se font la guerre depuis des mois, ça me semble quand même hautement improbable, surtout que Attal, son risque c'est de se tuer en fait en se rangeant derrière un mec du centre. S'il veut tuer sa perspective politique, pourquoi pas, mais il va être de fait attiré à droite, parce que Philippe est déporté à droite, il lui reste un espace de gauche. Ah, on pourrait dire oui, mais s'il se met derrière le PS, etc., il va aussi tuer sa carrière politique. Non, parce que justement, il recrée un espace de centre-gauche. Voilà. Donc oui, il peut tenter un truc Horizon, Modem, LR. Bah, là, ça veut dire que toute primaire à droite est finie. Parce qu'il parle de le LR doit clarifier son rapport au camp nationaliste. Mais enfin, ils sont tous alignés là-dessus. Donc oui, il n'y a pas de config. Si tu veux Attal, t'as pas LR et puis encore moins Knafo. Si tu veux Knafo, etc., t'as pas Attal. Enfin, vraiment, ça ne fonctionne pas. Et moi, je dis, effectivement, dans la moïsation, Zoé a raison. À la fin, que le centre-droit essaye d'être hégémonique sur la droite, c'est un peu... Édouard Philippe essaye d'être un espèce de Giscard d'Estaing 74, tu vois, un truc comme ça. Et que Attal attende son tour en laissant passer un candidat de gauche type Hollande et arriver derrière, quoi. Voilà, et donc on repolarise droite-gauche avec effectivement deux gauches fortes, comme ça a toujours été. À un moment donné, c'était les gaullistes, enfin une gauche très forte, les communistes, puis de l'autre côté les gaullistes, et puis des centres-droits, centre-gauche. Voilà, et ben là c'est la même chose, c'est ça la moïsation. C'est pas, il y a... simplement le eux contre nous, parce que effectivement oui, les deux pôles, on va dire les plus radicaux sont les plus gros. C'est aussi que entre ces deux pôles, il y ait non plus un bloc central, mais des divergences de gauche et des divergences de droite. C'est ça la mobilisation. Alors là, il y a un gars, il revient de nulle part. Alors oui, ensuite, Gérald Darmanin, lui aussi a envie. Bah oui, il a envie. Alors Gérald Darmanin, parfois, il a des envies, faut se méfier un peu, hein, je vous rappelle. C'est ça. C'est par ce terme que Gérald Darmanin a entrouvert la porte d'une candidature à l'élection présidentielle le 25 avril 2025 dans un entretien avec des lecteurs du quotidien régional La Voix du Nord. Il avait ainsi indiqué travailler à un projet en s'appuyant sur son mouvement nommé Populaire au pluriel. Lancé fin septembre 2024, ministre sans discontinuer depuis 2017 et nommé garde des Sceaux depuis décembre 2024, Gérald Darmanin dispose de peu d'espace d'expression publique sur cette ambition élyséenne. Même le gars du Figaro dit « T'es sûr je le mets le truc sur Gérald Darmanin là ? Parce que franchement... » C'est ça. Il n'empêche qu'il ne quitte pas le débat sur la méthode de désignation d'un candidat unique. Il faudra que nous nous entendions, a-t-il expliqué aux 4 vérités sur France 2 le 12 février. Manière de dire aux autres présidentiables de la droite et du centre qu'il faudra un seul candidat. Et pour cela, il plaide pour une primaire avant Noël, comme il a indiqué ce jour-là, évoquant même le danger de ne pas être au second tour dans le cas contraire. Bah oui, ils flippent tous. Après, la primaire avant Noël, enfin, j'ai envie de dire, Gérald, évidemment que si vous faites une primaire, faut pas la faire une semaine avant l'élection, quoi. Enfin, ça me semble un peu évident. Et tu vois, c'est marrant, hein. Ils font la note s'alerte, eux aussi, les noisettes de droite. Oui. Ah, les extrêmes. Oui. Alors pour eux, c'est plutôt la France Insoumise, les extrêmes, tu vois. Mais vraiment, ils vont exploser comme ça. Ils vont vraiment exploser comme ça, comme les noisettes de gauche. C'est que la note salade, c'est le truc de Retailleau sur France Inter. Hein. Il répète, l'ennemi absolu, c'est LFI, il faut faire barrage à LFI, etc. Il espère pouvoir mobiliser son camp avec cet argument-là, quoi. C'est ça. Donc c'est vraiment une symétrie parfaite avec les noisettes de gauche. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils vont tous s'écrouler dans leur primaire comme ça. Primaire ne fonctionnera pas. Ils finiront par y aller chacun de leur côté ou avec des faux rassemblements qui feront 7%. Et là, en fait, ils sont en train de fabriquer, on va le voir après, ils sont en train de fabriquer en fait des candidats ad hoc. C'est-à-dire des candidats pas évidents sur le papier, mais qui vont arriver justement pour être l'anti-extrême, quoi. On en a parlé. On en a un qui veut jouer cette carte-là, à gauche, François Hollande. Et puis on va en voir un autre après qui va essayer de jouer cette carte-là aussi.
Exactement. Et donc, David Lisnard, nous avons sorti très récemment une vidéo sur David Lisnard que je vous invite à aller voir. Nous avons non seulement bien rigolé, évidemment, nous nous sommes moqués de David, mais on rentre aussi un petit peu dans les détails, notamment sur ce que c'est le libertarianisme version Lisnard, la bêtise politique que c'est, l'inculture historique que ça représente, de penser sincèrement que avoir une vision d'enfant de 4 ans de la politique, ça peut permettre de régler des problèmes. Alors, David Lisnard, les ambitions élyséennes du libéral David Lisnard font peu de doute depuis qu'il a lancé son parti Nouvelle Énergie en 2014. Vraiment, ce bon de parti. Jamais. Ouais, mais non, moi non plus, j'y arrive pas. Rien que pour ça, tu sais que le gars peut pas faire 10%. C'est le sûr. Nom. Le nom, déjà, t'en empêche. Quoi. C'est comme quand Olivier Faure lance le mouvement EO la gauche, tu vois. Ouais, c'est pas possible. Alors, ça t'a plu ça à la conférence ça. C'était mon meilleur moment. Si ce ne fut pas le cas à la présidentielle de 2022, le maire réélu de Cannes est bien décidé cette fois à tenter sa chance. C'est lors d'une grande réunion publique le 20 janvier à la Mutualité qu'il a un peu levé le voile. Puis, le lendemain sur RTL, en répondant d'un « ouais » à une question beaucoup plus directe. Mais surtout, il ne cesse de réclamer depuis 2 ans l'organisation d'une grande primaire ouverte, considérant qu'aucun candidat naturel ne s'impose. Selon lui, ce scrutin pourrait aller de Gérald Darmanin à Sarah Knafo. Mais si cette primaire ne se tient pas, il assure qu'il se présentera quand même. D'autant plus qu'il a dénoncé mercredi sur RMC un choix truqué au sein des Républicains avant de lâcher qu'il n'avait plus rien à faire dans ce parti. Quoi ? Attends, David, tu veux me dire qu'aux Républicains, il y aurait des bourrages d'urnes et tout? Non, moi je peux pas croire à ce genre de truc. Non, moi j'ai envie de dire, j'ai envie de faire de la politique. Nous on est comme ça. On n'aime pas la violence en politique. Ah non, on déteste. Nous, tout ce qui est brutalisation, confrontation et tout, voilà, on n'aime pas. Tout ça, ça nous plaît pas. Et là, non, c'est pas beau ce que tu fais, David. Mais surtout qu'en plus, tu vois, David, moi, j'ai un tout petit doute sur sa sincérité, alors minuscule, hein, parce que quand même, le gars barbote dans les Républicains, depuis qu'il s'appelait avant l'UMP, puis avant le RPR, depuis plus de 30 ans. Donc, ça me paraît bizarre que le gars se réveille début 2026 en se disant « Mais ça me semble un petit peu truqué quand même ce qui se passe à l'intérieur de ce parti. » David, tu nous prends un petit peu pour des connards, j'ai l'impression. Alors... Et on va finir par un... je sais même pas, par un gars. Je sais pas ce qu'il fout là. Il revient à chaque fois. Il est en train de devenir le Dupont-Aignan nouvelle génération, lui. Xavier Bertrand, voilà. Le Xavier le plus connu de France après Xavier Dupont-Ligonnès, quoi. Vraiment, je pense que si Xavier Dupont-Ligonnès revient et se présente à la primaire de la droite, il fait plus que Xavier Bertrand. Enfin, en tout cas, moi, je pense que voilà, Xavier Bertrand... Impossible. C'est le tocard par excellence. Je sais pas comment dans ce pays on a pu faire monter un gars comme ça. Il est nul de A à Z. Alors il est président des Hauts-de-France. Prochaine régionale, on met David Guiraud, tête de liste pour être président des Hauts-de-France là. Voilà, donc la gauche, les Hauts-de-France là, les glorieux Lille, Roubaix là, toutes les masses des Hauts-de-France là, mais refaites cette région une région de gauche de rupture. Vous avez tout ce qu'il faut. Ne laissez pas cette région à Xavier Bertrand, quoi. Quelle horreur, quoi. Tout à fait. Xavier Bertrand qui a des petits bails au cul, hein, notamment quand il a été ministre de la Santé. Des petits bails au cul avec l'affaire Mediator. On en reparlera un jour, les amis. Grand perdant de la primaire de la droite en 2021, Xavier Bertrand souhaite de nouveau tenter sa chance à la présidentielle et sans passer cette fois par une case primaire. Dans son fief de Saint-Quentin, dans l'Aisne, il s'est présenté le 25 novembre 2025 comme le candidat des classes moyennes contre les extrêmes. Oh là là, mais décidément, belle salade de noisettes. Assurant qu'il allait bien mieux se préparer que la dernière fois. Ben nous, on n'a aucun doute, Xavier, grosse préparation. Mais il rejette catégoriquement l'idée d'une primaire, comme il l'a répété le 23 janvier dernier sur France Inter, contestant une logique qui consiste à dire que ce sont les partis qui sélectionnent. Derrière le procédé de désignation d'un candidat au sein de LR, il reste sceptique, y voyant un manège qui servira, selon lui, à Bruno Retailleau. Plus à l'aise avec ses convictions, a-t-il encore dit sur la radio publique, le président LR de la région Hauts-de-France semble bien déterminé à aller jusqu'au bout avec l'appui de son mouvement Nous France. Alors on fait des comparaisons noisettes, des symétries. Lui, c'est évident qu'il sait par rapport aux noisettes. Mais lui, c'est Ruffin, il n'y a aucun doute. Ah, tu l'aurais pas mis Ruffin? Moi, j'aurais mis Ruffin. Il est dans le Nord, il a des noms de cons. Oui, c'est vrai. C'est qui? C'est vrai.
C'est Roussel. Eh ben oui, c'est ça. C'est un gars à 2% qui dit je vais pas au primaire, je suis du Nord, je connais les classes. Et je connais les classes moyennes. Et j'ai mes convictions et j'y vais quand même. C'est le Roussel de la Fabien droite. Roussel, excuse-moi, je me suis fait avoir. En fait, il y a trop de gars dans le Nord qui sont un peu des losers et qui se croient meilleurs qu'ils sont. Mais il y a aussi Il est des aussi gars dans incroyables dans le Nord. Fabien Roussel. Bah oui, je sais, c'est pour ça. Il y a trop de gars, il y a trop de mecs du Nord comme ça. Là. Ah, Gérald c'est- Darmanin aussi, d'ailleurs. C'est tellement le Roussel de la droite, quoi. Personne ne croit en lui. Il a un petit côté un peu bonhomme et tout. Tu te dis, les gens ne pensent pas du mal de lui, mais ils en pensent pas du bien Alors, non plus, tu vois. Moi, je pense du mal de Xavier Bertrand. Hein. Je n'ai pas Oui. oublié son passage comme Non, ministre mais je de veux la dire, Santé. tu vois, je dois le dire, hein. il crée pas de polarisation d'affect, comme disent les gens. Après, ça, Chris, ça se travaille. Hein. Si vraiment il faut, les gars, on va matraquer sur le bilan de ministre de la Santé Alors, de Xavier Bertrand. Je pense, on est pas prêt. Zoé, que dans l'ordre de nos priorités de Oui, gens non, mais à non, mais décalquer, oui, je sais. ce sera pas. Mais pas si tout jamais en il haut. monte, tu vois, sur un malentendu, alors là, mais ça va Alors- sortir. Le alors, AK-47, vous Voilà, n'êtes pas ça prêts, c'est hein. bon. Alors, faites monter Xavier Bertrand à 5, déjà à 5 sur Polymarket. Et on sort la sulfateuse Mediator et bilan de. Voilà. Dès que Ah t'es à ouais. 5 sur Polymarket, Xavier, on s'attaque à toi, pas de souci. Et je pense que. Alors. Pardon. Une idée me vient de faire plutôt monter Xavier Dupont-Ligonnès sur Polymarket. Alors, si vous Non, avez. je ne valide pas cette idée. Je ne valide pas. Je sais que Chris est nantais et que du coup, il voit la totalité du monde par le prisme Xavier Dupont de Ligonnès, quelque part entre effroi et fascination. Néanmoins, Non, mais je j'ai pense, envie que Chris, les qu'il gens- va falloir descendre et Si revenir chacun met à nos moutons. 10 centimes, si plein de gens mettent 10 centimes, vous allez voir, et vous allez pouvoir débunker en live les droitards qui croient que les courbes se font toutes seules par le fétichisme. On va pouvoir débunker Polymarket en faisant monter Xavier Dupont-Ligonnès. Arrête, l'idée me plaît. Je suis sûr que Padu, ça lui plairait ça, cette idée. Je suis sûr que... Oui. Voilà, bref. Oui, mais bon, après, quand vous êtes tous les deux et que vous avez des idées, je vous rappelle que vous voyez Macron avec des lunettes aviator et que vous vous sentez plus pissé et tout, donc voilà. Ouais, ça, Moi, c'est je calme vos ardeurs. Ça, c'est le masculinisme, je c'est pense. notre période qui quand s'exprime. Zoé nous a invités juste après à un apéro, parce qu'on fait souvent ce genre de truc, et qu'on est arrivé en blouson Top Gun avec nos Ray-Ban, elle a dit les gars, plus jamais. Stop. J'ai dit stop. Bref, Voilà. revenons à nos moutons de droite. Alors, il y a d'autres gens qui se disent favorables à la primaire. Alors, des gens qui sont chez eux dans leur journal. Zemmour Oui. à Marianne, voilà. Raciste, reconnaît raciste, comme dit le dicton. Voilà. Oui. Donc Éric Zemmour se dit favorable à une primaire allant d'Édouard Philippe à Reconquête. Donc là, c'est exactement ce qu'on vient de faire. Il tire Édouard Philippe vers la droite, donc il empêche Attal, le Modem, voilà. Et je pense même qu'il empêche même Xavier Bertrand, tu vois, voilà, bon, il veut pas aller à une primaire, mais tu vois, il empêche ça. Donc personne va vouloir de cette primaire, parce qu'en plus, le cadre n'est pas défini. Donc là, il dit, alors je vais pas tout vous lire, hein, voilà. Il y a 2 primaires possibles. Celle de la droite et du centre qui va de Bruno Retailleau à Gabriel Attal, voilà. Sans lui, ça c'est vraiment l'espace gouvernemental actuel, la coalition, là, le pacte commun. Là, Ah bah oui. Voilà. Soit c'est des anciens ministres de Macron, ça je n'y participe pas. Donc ça, il le répète. Ils ne veulent pas de moi, je ne veux pas d'eux. Voilà, donc c'est vraiment genre, s'il est invité, j'y vais pas. Tu vois, c'est vraiment ça. Et une proposition, David Lisnard évoquait une primaire de droite sans le centre. Voilà. En précisant quand même que Édouard Philippe pourrait être de la partie. Voilà. Je dirais que M. Philippe, c'est le fils spirituel d'Alain Juppé. Donc il le remet à droite, il le démacronise. Donc il l'aide un peu, parce que c'est ce qu'il veut faire aussi. Voilà. C'est pour ça qu'on dit que le centre a plus du tout de sens, quoi. Et donc si Éric Zemmour adhère à l'idée d'une primaire, l'autre question est de savoir si le reste des participants consentirait à participer à un scrutin auquel le patron de Reconquête serait candidat. Mais ça, en fait, la clé, c'est qu'en fait, il sera pas candidat. Nous, on l'a annoncé. Il va envoyer Sarah Knafo, qui a joué une carte beaucoup moins fasciste, parce que lui est un petit fasciste, lui c'est un petit rebattet, voilà, sans talent, voilà, un petit brasillac, sans la plume, mais avec le même niveau de saloperie, et donc de fait, il ne peut pas y aller. Je finis parce que ça va te faire rire. Rien n'est moins sûr, et même le principal intéressé est conscient que sa participation pourrait se heurter aux oppositions de responsables des Républicains, tels que président du Sénat, Gérard Larcher, ou Xavier Bertrand, qu'il a par ailleurs qualifié
de cavaliers de l'apocalypse parce qu'ils veulent absolument rester avec le centre. Voilà. Donc, vous voyez, la primaire des Noisettes est déjà en octobre alors qu'ils sont presque d'accord. Eux, ils sont pas d'accord. Ils ont pas de programme. Ils ont pas de délimitation qui vient pas. Et on va nous faire croire qu'ils vont réussir à faire une primaire. C'est bidon de A à Z, quoi. Donc, je te propose de finir avec quelqu'un qui va, comme on l'a dit, essayer de capter tout ça, sortir des primaires de machin, etc. et de se positionner ni droite ni gauche, un espace pour sauver la France des extrêmes, comme avant on avait les espaces ni droite ni gauche Macron 2017, pour sauver la France des impossibilités du PS et de l'UMP, voilà. Et donc on a un gars de droite, voilà. Oh tiens oh, putain, il a pris un coup de vieux, Dominique, un peu, sur la photo, voilà. là. C'est ça. Et qui nous dit, alors lui il assume, on vise l'espace politique de Macron 2017. Alors, ça, on l'avait pré-shot, on l'avait dit, c'est très marrant. Sauf qu'il n'y a plus d'espace politique quand le moment est passé. Voilà, comme dirait... oui, c'est voilà. ça, Dominique. Voilà, l'histoire ne repasse pas les plats. Il y a un espace, effectivement, de centre-gauche qui se dessine. On l'a dit sur Hollande. Puis il y a un espace de centre-droit, on l'a dit avec Philippe. Mais il n'y a pas un espace de centre en même temps. Et d'ailleurs, ton problème à toi, Dominique de Villepin, c'est que c'est quoi ton en même temps de gauche? Parce que nous, effectivement... En fait, il n'y a pas beaucoup de gauche. Si, ils trouvent que quand même tuer les Palestiniens, c'est pas ouf. Ouais, c'est peut-être le seul truc qu'on peut lui proposer, quoi. Qu'on peut donner à son crédit sur son aile gauche, mais vraiment, enfin... Villepin, les copains, enfin, on va pas vous refaire tout l'historique. Pareil, on a fait une capsule sur Villepin, allez la voir. Mais non, tu ne peux pas faire du en même temps, tu n'as que le côté droit. C'est ça. Donc tu vois, juste pour rappeler, Macron avait capté quasiment 10-12% de l'électorat Hollande qui avait voté Hollande au premier tour, qui était prêt à voter DSK. Voilà. Ces gens-là ne veulent pas de Villepin. Et les gens de droite, c'est-à-dire qui pourraient rebasculer, ils ne vont pas aller vers Villepin. Ils avaient déjà un candidat qui était Fillon, Édouard Philippe et Retailleau leur va très bien entre les deux. Donc vraiment, ça n'a aucun sens. Et on va le voir tout de suite. Zoé. Parce que là, pour finir, on vous fait une petite surprise, un petit teaser. Je laisse la chef vous l'annoncer. Bienvenue, je te transporte tout de suite dans le nouveau graphique. Et oui les amis, regardez ce banger absolu. C'est la nouvelle mouture du graphique, celle qui sera en ligne dans quelques temps. Alors, on va pas vraiment vous annoncer la date, mais sachez que, a priori, vous pourrez vous servir du graphisme pendant que vous serez à la plage cet été. Ou si vous êtes comme moi et que vous trouvez que la plage, c'est de la merde, pendant que vous serez en train de vous balader dans l'herbe, sous le soleil. Donc, on va pas rentrer dans tous les détails. Je me permets juste de vous rappeler ce qu'est le graphique. C'est un outil de compréhension de la répartition des classes sociales en France, de quelles sont leurs aspirations politiques. Et on peut notamment l'utiliser pour des élections, même si on peut, encore une fois, l'utiliser pour d'autres trucs. Donc, le principe de ce graphique, nous classons les catégories socio-professionnelles françaises sur deux axes. Sur l'axe horizontal, vous avez le niveau de détention de capital. Plus vous êtes à droite, plus vous avez de capital. Plus vous êtes à gauche, moins vous avez de capital. Sur l'axe vertical, vous avez le niveau de place décisionnaire dans la société. Plus vous êtes en haut, plus vous êtes décisionnaire, plus vous êtes en bas, plus vous êtes subordonné. Et là-dessus, on a réparti les différentes classes sociales qui existent en France. On l'a fait de manière très fine. Alors là, vous avez une version, on va dire, simplifiée ici qui apparaît à l'écran, mais vous allez voir, vous allez pouvoir jouer avec, etc. Comprendre pourquoi telle catégorie est placée à tel endroit et pas d'autre, quelles données de l'INSEE on a pris, quels calculs on fait pour ensuite les placer sur les axes, etc. Vous aurez tout. Vous allez pouvoir vous amuser avec les copains. Si vraiment, il y a des gens ici qui aiment les matrices, les trucs comme ça, vraiment, ça va faire votre bonheur, les copains, littéralement. Et donc là, vous voyez en gros, vous voyez que la population française se répartit sur un axe qui va de en bas à gauche à en haut à droite. Vous avez donc en haut à droite le rond bleu là que vous voyez, c'est les cadres, etc. Tout en bas à gauche, vous avez les ouvriers employés, employés en violet, ouvriers en rouge. En vert, là, à peu près au milieu, vous avez les professions intermédiaires. Et vous voyez que vous avez des petits points qui se baladent là en bas à droite. C'est des gens qui ont pas mal de capital, comme vous voyez, mais qui sont assez peu décisionnaires. Et donc là, vous voyez les artisans commerçants et les agriculteurs particulièrement, qui ne sont pas des classes révolutionnaires, je vous le dis. C'est plutôt des classes très, très, très réactionnaires du fait de leur rapport dans le mode de production, leurs intérêts directs, etc. Ce qui ne veut pas dire que les poissons volants n'existent pas. Peut-être que votre commerçant à côté de chez vous est un mec de gauche, c'est possible. Mais ce n'est pas la majorité du genre. Et donc là, on va regarder un peu les historiques de vote en 2017 et 2022 au présidentiel et on va pouvoir regarder s'il existe un espace pour nos noisettes de droite. Oh, regardez comme c'est beau.
Regardez comme c'est magnifique. Donc là, on va zoomer un petit peu. Alors, je vous explique un peu. Donc là, vous voyez donc la position des ronds, c'est la position moyenne de l'électorat. C'est-à-dire que plus vous avez un électorat prolo, ouvrier, employé, plus vous allez être en bas à gauche, plus vous avez un électorat de cadres, de gens assez à l'aise dans la vie et tout ça, très décisionnaire, plus vous allez être en haut à droite. Et la taille des ronds représente le nombre de votes qu'a représenté la personne en question. Donc là, vous voyez, on est sur l'élection présidentielle 2022. Vous voyez le rond bleu roi, le plus gros, c'est Macron. À côté, le rond beaucoup plus petit à droite, c'est Pécresse. Donc vous voyez que Pécresse, elle touche une proportion qui a quand même beaucoup de capital, mais elle touche moins de monde. Regardez Jadot, c'est intéressant parce qu'il est presque symétrique par rapport à Macron. Jadot, il est un peu au-dessus de Macron, donc c'est des gens qui sont plutôt plus décisionnaires, mais pas forcément qui ont plus de capital que l'électorat Macron. Vous avez l'électorat Roussel. Regardez où il est, Fabien Roussel. C'est quand même très intéressant. Vous savez, Roussel il était repondéré. Alors, il y a Zemmour qui était en dessous, là, etc., qui est en dessous Macron, là, qui est recouvert. Tu vois, on le voit un petit peu en transparence. Ah oui, voilà, je l'ai fait apparaître. Et là, il était très proche de Roussel. Là, ça reste le même espace de vieux avec du capital. Mais en fait, Roussel a été repondéré parce qu'en fait, dans le nouveau graphique, on repondère avec beaucoup plus de sondages. Avant, on n'avait que des IFOP. Là, on a moyennisé avec des Ipsos, des IFOP pour être encore plus précis. Donc, Roussel Donc là, on parle de sondages sortis des urnes, hein, les copains, qui sont les sondages les plus fiables, les plus précis, voilà, dont on dispose. Ils sont les plus proches de la réalité. Et donc, on voit Roussel, effectivement, l'espace des noisettes. Il est bien là. Donc, en 2022, alors Hidalgo est pas loin, on l'a pas affiché là. Mais donc, ici, on a Zemmour, Pécresse, etc. Vous voyez l'espace des noisettes de droite. On va pas trop se concentrer sur les noisettes de gauche, on l'espace sur les noisettes de droite. Donc, ça, c'est vraiment l'outil. Comme dit Zoé, on va avoir un site du graphique. Vous pourrez faire plusieurs applicatifs. Là, c'est l'applicatif qu'on a appelé Poll Buster parce que c'est un casseur de sondage. Voilà, vous l'avez vu tout à l'heure sur le tableau, on vous montre pas, mais vous pourrez démonter des sondages de manière. Enfin, j'ai montré à Zoé, elle sait que je dors pas depuis 3 semaines pour mettre les calculs. Je devienne fou, comme on dit, voilà, aujourd'hui. Mais c'est tout à fait fantastique. Là, vous pouvez voir l'analyse fine. C'est les nouveaux outils du graphique où vous allez pouvoir voir les retraités. Vous voyez, Macron, dans son vote maximum, quand on survole, il vous dit, bah voilà, sa part maxi de PCS, c'est d'abord les retraités et ensuite les professions intermédiaires. Là, au Roussel, vous allez avoir exactement la même chose. Professions intermédiaires et retraités vont être les plus importants. Jadot, lui, c'est professions intermédiaires et employés qui vont être les plus importants. Pécresse, elle, c'est les retraités et les cadres. Voilà, donc ça, c'est intéressant. Vous pouvez un petit peu survoler. Et donc, je me permets juste très rapidement, même si on ne va pas les traiter, mais pour vous dire, voyez les deux ronds qui sont en bas à gauche, les deux ronds colorés, c'est Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon qui se battent vraiment dans cet espace. Et vous voyez le petit rond noir en pointillé là, qui est derrière le rond rouge de Mélenchon, c'est l'abstention. Donc vous voyez qu'en fait, les gens qui s'abstiennent, les gens qui votent Mélenchon, les gens qui votent Le Pen, c'est les mêmes structures sociales. Ça se combat dans ces espaces-là. Vous voyez à quel point Roussel est loin, hein, je me permets d'insister là-dessus, mais Roussel qui pense aller parler à ses franges plutôt prolétaires, etc., machin, en fait, il parle vraiment absolument pas au public auquel il penserait pouvoir parler, quoi. Il est dans l'espace anti-Mélenchon, voilà, ici avec Jadot, quoi. Très joli quand même ce nouveau graphique. Magnifique. Donc on fait l'analyse, on dit, hop, c'est juste pour vous donner l'eau à la bouche, on vous fera une capsule détaillée, une capsule du samedi sur toutes les fonctionnalités du Poll Buster spécifiquement, et puis dès qu'il y aura un nouvel applicatif, on vous le montrera. Donc voilà, l'espace de droite, il est là. Il est vraiment séparé de ce qu'elle disait Zoé tout à l'heure, de l'espace antagonistes au monde politique, c'est-à-dire les gens qui en ont marre et qui veulent des ruptures. Alors des ruptures réactionnaires comme Le Pen, enfin le RN en général, des ruptures progressistes et égalitaires comme Mélenchon, et puis des gens qui n'en ont plus rien à foutre en fait, sont dans l'abstention. On est vraiment dans l'espace de rupture ici. Puis là on est l'espace standard, institutionnel, et là on est dans l'espace de droite. Vous voyez, quand vous êtes dans l'espace de droite, vous êtes attiré par... Ici vous êtes... petite croix jaune, on essaiera de la mettre un petit peu, comme c'est la version bêta, il y a encore des petites modifs à faire avant que la chef valide la sortie du produit. Évidemment. Mais vous voyez, on est dans le même espace de droite où on va convaincre beaucoup de retraités, aussi des cadres parce qu'on est positionné bien plus haut que ces deux-là, et puis des gens qui ont du capital, et là, Pécresse, c'est vraiment du capital là. Donc, les espaces qu'essayent de capter aujourd'hui tous les gens de droite n'existe plus. Enfin, l'espace 2017 n'existe plus. Là, on est dans un espace purement de droite. Et là, ils vont tous se diviser. Macron n'étant plus là, ils vont exploser entre Philippe, Attal, si Attal y va, Zemmour, Retailleau va se trouver là, Lisnard va se trouver dans un territoire libertarien, là. Ici, là, qui n'a pas de sens, qui est vide, voilà. Et donc, vraiment, ça va être ici la foire à la noisette, parce qu'ils vont tous se diviser,
et plus personne ne fera l'hégémonie comme a pu faire Macron. Exactement comme ici, en 2022, il n'y a pas d'espace pour être massif ici. Voilà, vous ne pouvez pas mettre un gros rond qui va pomper Jadot et Roussel. Voilà, c'est impossible. Si on regarde l'espace de 2017, c'est encore plus intéressant, vous voyez. Donc on voit effectivement Mélenchon qui était un petit peu plus déporté à gauche et en haut. Vous voyez, si vous regardez 2022-2017, voilà. Alors vous avez plein de cercles d'influence, on vous expliquera ça aussi. Mais vous voyez les déplacements entre 2022 et 2017. Le Pen remonte un petit peu par rapport à sa trajectoire de 2017. Là. Le Pen 2017 est ici. Le Pen de 2022 est ici. Mélenchon de 2022 est ici, Mélenchon de 2017 est ici. Ils se rapprochent tous les deux, ils se recentrent tous les deux, c'est assez intéressant. C'est-à-dire, pour simplifier, parce qu'ils font quasiment les mêmes scores, mais en fait la différence c'est que Marine Le Pen arrive à conserver une part du vote populaire prolo qu'elle avait en allant capter un petit peu plus de professions intermédiaires, etc. Et Mélenchon garde relativement son socle, profession intermédiaire et tout, mais arrive à capter davantage de gens qui sont dans les parties les plus en bas à gauche du graphique, les gens les plus exploités, quoi. Exactement. Et donc, si on regarde les deux, donc 2017, vous voyez, vous avez là Macron 2017 et Macron 2022. Donc Macron descend complètement vers les retraités, il perd vers les cadres, etc. Il descend vers les retraités. Vous voyez, Fillon, Pécresse, on est dans cet espace-là, on est l'espace que va essayer de chercher Retailleau, Lisnard et tout. Et là, on voit un Villepin qui va essayer de s'insérer dans cet espace-là. Mais il ne comprend pas que le fait d'avoir plein de candidats ici qui vont capter 4-5% de l'électorat Macron, de l'électorat Fillon, de l'électorat Pécresse, fait que cet espace-là ne peut plus être aussi massif et arriver à 20%. Il n'existe plus. Parce que il faut, pour avoir cet espace à 2017, une décrépitude du PS qui, justement, si on regarde juste l'esprit 2017, hop, on va enlever 2022, on va laisser juste 2017, il faut effectivement qu'il n'y ait plus du tout de noisettes ici. On a notre fameux Hamon, là, à 6,4. L'effet qu'il y aura une Tondelier, comme il y a eu un Jadot, plus un Roussel, plus un Ruffin, j'en sais rien, voilà, plus un candidat du PS, un Glucksmann, un Hollande, peu importe, va rendre cet espace-là de gauche beaucoup plus massif, parce qu'ils vont tous, les noisettes de gauche vont se concentrer par là. Ils vont pomper une partie de cet espace macroniste 2017, donc qui ne sera plus captable par Villepin parce qu'il n'est pas assez de gauche. Et le reste de l'espace Macron 2017, lui, n'existe plus. Il est en 2022, il est beaucoup plus bas, et lui sera capté par les candidats Pécresse, Lisnard, Retailleau, Attal. Voilà. Donc vraiment, l'illusion qu'on puisse refaire apparaître un Macron 2017 n'a pas de sens. Pourquoi ? Parce qu'on n'aura pas un espace de noisettes, parce que c'est ça, il restera Mélenchon. Mélenchon peut reprendre sa position de 2017. Ça serait intéressant d'ailleurs, parce que ça voudrait dire qu'il aille chercher beaucoup plus de professions intermédiaires. Zoé, ça pourrait être très intéressant qu'il garde sa masse de populaire tout en ayant cherché un pacte égalitaire avec les intermédiaires. Et donc, en fait, Mélenchon va rester là, il reprendrait encore plus du Hamon, et donc il n'y a plus du tout d'espace à pomper là-dedans à gauche, s'il y a en plus des noisettes qui viennent le chercher dans cet espace-là, quoi. Donc c'est vraiment délirant. Je rappelle qu'Hamon, justement, a réussi à faire 6,4 parce que Jadot s'est rangé derrière lui. Sinon, ça aurait été une catastrophe, on aurait eu un Macron à 26-27 et un Mélenchon à 23. Ouais. Donc, quand on dit que Roussel n'a pas fait perdre Mélenchon en 2022, pour nous c'est juste. Par contre, Hamon a réellement empêché Mélenchon d'être au deuxième tour en 2017, ça c'est sûr et certain. Voilà le graphique, petite... Et oui, et c'est encore une version bêta, donc vous l'avez compris, il y a vraiment l'outil graphique avec la représentation des électorats des précédentes élections et tout ça, mais il y a aussi l'outil, ce que Chris a appelé le poll buster, donc vous l'avez compris, qui est un outil de décortiquage, de débunkage des sondages pour pouvoir faire vous-même des redressements sur les sondages de débiles qu'on vous sert, appuyé sur vraiment des données de sociologie d'électorat, etc. Bref, ça va être un énorme banger et sachez que voilà, l'équipe travaille très 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 fort dessus. On va vous sortir tout ça et encore une fois, vous aurez accès à toutes les données, vous allez pouvoir jouer, on va même pouvoir réfléchir sur comment l'implémenter encore et tout ça. Ça va être incroyable, j'espère que vous avez hâte de pouvoir vous aussi devenir des apôtres du Saint Graphique, la seule vraie religion qui soit. Saint Graphique qui a aujourd'hui expliquer à la droite pourquoi ce qu'ils étaient en train de faire ne va de toute façon
pas marché. Sur ce, les amis, il me reste à vous suggérer d'aller écouter le podcast de Position Revue, Les Voix de l'exploitation. C'est tiré des chroniques de l'exploitation. D'ailleurs, je me permets de vous dire que nous recherchons de nouveau des chroniques écrites de l'exploitation. Si vous avez envie de nous partager vos expériences de travail, vous pouvez écrire à la revue Position Revue à contact@position au pluriel-revue.fr et soumettre vos chroniques de l'exploitation, quel que soit votre boulot, quel que soit ce que vous avez envie d'en raconter. Ça nous intéresse beaucoup. La dernière qui a été publiée au moment où je vous parle, c'est une chronique qui a été écrite par une femme qui est AESH. La chronique est passionnante, vraiment. Et en plus, c'est des boulots qu'on fait rarement parler, donc c'est vraiment super. Et le premier épisode du podcast des Voix de l'exploitation, c'est une travailleuse de la restauration qui vous raconte comment elle a commencé à se faire exploiter, mineure, non déclarée, et l'ambiance des cuisines, etc. C'est trop bien. Il va y avoir d'autres épisodes, bien sûr, qui sont déjà dans les cartons et qui vont être publiés au fil de l'eau petit à petit. Donc vraiment, allez voir ça, notamment sur la chaîne YouTube de Position Revue et aussi sur les différentes plateformes de podcast. Donc vraiment, n'hésitez pas, et n'hésitez pas notamment à nous faire vos retours, parce qu'on est très preneurs de vos suggestions, de vos avis, etc. Comme c'est un nouveau format qu'on sort, nous on en est très fiers, mais il faut quand même qu'on se confronte à la vie des autres. Sur ce, les copains, vous pouvez aussi aller voir la chaîne On ne veut plus. Dans les derniers entretiens qui sont parus, il y a Alex de LJR, la Ligue de Jeunesse Révolutionnaire, qui a été condamné en première instance, qui fait appel et qui a été de nouveau mis en garde à vue récemment. C'est un militant, notamment de la cause anti-impérialiste, qui est littéralement harcelé par le système judiciaire français. C'est un enfer ce que vit Alex actuellement. C'est très courageux qu'il continue à prendre des positions et à continuer à militer malgré le niveau de violence et de harcèlement judiciaire qu'il prend dans la tête. Donc immense soutien au camarade Alex, et allez voir son interview et le soutenir, etc. Vous pouvez aussi aller voir l'interview de Cédric Liechti, secrétaire général de la CGT Énergie d'Île-de-France, qui vous parle de l'énergie, de la lutte syndicale, de comment radicaliser la CGT. L'entretien est un énorme banger, donc vraiment allez voir ça. Vous pouvez bien sûr nous suivre sur nos réseaux Insta, Twitter, si vous voulez aider l'association à faire tout ce dont on vient de parler là. Développer le graphique, développer en règle générale des outils militants. Notre nouvelle campagne qui va se lancer avec, comme d'habitude, des contenus vidéo, des contenus audio, des événements qui vont avoir lieu. Vous n'êtes pas prêts pour les événements qui vont arriver probablement, allez, on va dire à la fin du printemps. Voilà, je vous tease un petit peu. Dans le cadre de cette campagne pour laquelle le printemps sera anti-impérialiste à la brèche. Si vous voulez aussi nous soutenir pour les podcasts, pour la revue Position Revue, pour le travail qu'on fait ici en vidéo sur cette chaîne, pour plein d'autres trucs qu'on prépare, une seule chose à faire, c'est nous soutenir sur notre Tipeee, notamment avec des dons réguliers. C'est ce qui nous permet de pérenniser l'assaut et de faire toutes les choses que vous êtes en train de voir apparaître là, ces nouvelles choses qu'on fait. Et sachez que vous n'en voyez qu'une toute petite partie pour l'instant, donc on a trop hâte de pouvoir vous montrer tout ce qui est prévu. Sur ce, les amis, il me reste à vous dire à plus tout le monde et salut. Salut les gens.